Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bel et bien sur E-Télé et sur l'émission L'Entretien, cette émission dominicale qui reçoit pour vous des têtes d'affiche pour des sujets bien définis, bien clairs. Aujourd'hui, il s'agira, mesdames et messieurs, de parler du coronavirus Covid-19, cette maladie, cette pandémie qui fait des ravages dans le monde, qui est devenue en quelque sorte l'ennemi de tous, et le monde entier a déclaré une guerre farouche contre cet ennemi. Au Bénin, le gouvernement a pris des dispositions, a pris des mesures. Nous allons en parler au cours de cette émission, revenir sur ce que c'est que cette maladie, ses manifestations et quelles sont les dispositions qui sont prises pour la prévention, la prise en charge de tous ceux qui sont concernés. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau le docteur Melchior Aïssi. Il est médecin spécialiste de santé publique et gestion des catastrophes. Il est en même temps le secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le paludisme, le sida, la tuberculose, les hépatites, les maladies sexuellement transmissibles, les MST, et les épidémies à la présidence de la République. Docteur Melchior Aïssi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est avec beaucoup de joie que nous vous recevons. C'est avec vous que nous aurons beaucoup plus, nous serons beaucoup plus sur cette pandémie qui fait des ravages et pour lequel ça crée une psychose de peur dans la tête de tout le monde. Absolument. Alors, merci, docteur Aïssi. Alors, quand on parle du coronavirus, qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Qu'est-ce que c'est véritablement? Véritablement, il faut comprendre que c'est une grippe. C'est une grippe. Mais ce n'est pas une grippe comme la grippe que nous connaissions. D'accord. C'est une grippe où, cette fois-ci, c'est assorti d'une forte fièvre. On a la grippe avant, on n'avait pas de fièvre. Cette fois-ci, vous avez une forte fièvre. Vous pouvez avoir la toux. Vous pouvez avoir une insuffisance respiratoire, c'est-à-dire la toux jusqu'à ce que vous avez des difficultés de respirer. Mais vous pouvez avoir aussi une simple rhinite, c'est-à-dire écoulement nasal. Vous pouvez avoir le rhume. Donc, c'est une grippe que nous connaissons, mais cette fois-ci, ce n'est pas une grippe ordinaire, c'est les signes de grippe. Sur sa forme sévère? Dans sa forme, je dirais, sévère. Et la sévérité, cette fois-ci, c'est surtout la température, surtout l'insuffisance respiratoire, surtout vous pouvez avoir la sensation d'une forte fatigue. Vous avez la fatigue, et quand vous avez ça, la grippe ordinaire, plus ou la fièvre toute seule, ou la toux, où vous avez un engorgement au niveau nasal, vous avez une congestion nasale dans ces périodes-ci, où vous avez simplement, subitement, une sensation de difficulté respiratoire, vous devez appeler. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est à base de ce coronavirus, docteur? Parce que là, nous ne sommes pas dans un laboratoire, nous avons envie de comprendre, et tout le monde a envie de comprendre ce que c'est. Vous savez que la grippe aussi, c'est un virus. C'est un virus. Cette fois-ci aussi, c'est un virus connu, connu depuis les années 60, très bien, qui a connu beaucoup de mutations. Et donc cette maladie était connue depuis 1960? Depuis 1960, mais connue dans le monde animal. La première fois ça a été décrit, c'est à travers une poule. D'accord. Et 4 ans après, à travers une vache. Et c'est rentré dans le monde humain. Mais ça se comportait comme toutes sortes de grippes. Maintenant, la difficulté, c'est que ça a muté. Ça a muté et ce qu'on fait d'habitude pour l'arrêter, on n'arrive pas à l'arrêter. Puisqu'il n'y avait pas de fièvre. Et la fièvre s'accompagne maintenant d'une difficulté respiratoire. Vous savez que la respiration, c'est ça qui nourrit le corps entier. Absolument. Donc voilà, et ça s'attaque aux organes de respiration. Donc c'est la différence. D'accord. Donc c'est ce virus qui a connu d'autres formes d'évolution où on n'a jamais connu ça. Alors, l'autre question qu'on se pose tout de suite, parce que vous l'avez dit, c'est depuis 1960 que ça existe, ça a évolué de poule en vache. Mais pourquoi est-ce que la communauté internationale n'avait pas vite compris que, attention, il fallait faire quelque chose en ce virus qui évolue d'une poule à une vache, et puis progressivement, ça sent déjà, ça donne déjà une vision, un aspect d'évolution. Il est difficile d'être en avance sur la nature.
simplement, vous connaissez la tuberculose. C'était une maladie animale, de porc, qui est rentrée dans l'homme. C'est resté. Et ça donne des formes maintenant, de formes de résistance. Et à chaque fois, on s'adapte, on cherche des médicaments pour annuler ces formes de résistance-là. C'est la même chose. Donc, il est difficile de connaître la forme que la mutation va prendre pour être en avance. C'est quand ça arrive que tous les chercheurs du monde entier, comme maintenant, s'activent pour voir quel protocole il faut utiliser. Quand je parle de protocole, il faut comprendre quels sont les médicaments il faut agencer pour venir à bout. Et c'est ce qui se passe actuellement. Très bien. Alors, revenons donc à la maladie. Alors, comment est-ce que ça se transmet? Parce que, au regard des explications qu'on a, le mode de transmission est quand même très délicat et ça va très vite. C'est assez délicat, effectivement, et jusqu'à présent, c'est mal maîtrisé. Très bien. Il y a la transmission directe, le contact direct, par tout ce qui peut suivre sur le corps. C'est-à-dire quand vous avez le contact direct, surtout par la main, et que vous apportez la main à la figure, ou proche de la figure, en tout cas d'un organe qui puisse amener vers les organes respiratoires, vous êtes forcément infecté tout de suite. Il suffit qu'un seul de ce virus-là rentre soit par la bouche, soit par les narines, et vous êtes infecté. Et cet élément, souvent d'infestation, c'est toujours la main, surtout la main. C'est surtout la main. Surtout la main. Mais ça se trouve aussi dans la nature. Très bien. Quand vous parlez avec quelqu'un qui est infecté, parce que celui qui est infecté, tout de suite ne le sait pas. Mais le virus, dès qu'il rentre, ça subit une multiplication rapide dans l'organisme et ça se rejette. Il y a d'autres qui restent, d'autres qui sortent par vos voies respiratoires ou par la bouche. Donc vous êtes avec quelqu'un qui est infecté, il peut n'avoir aucun signe. Parce que le temps où lui, il est infecté, par rapport au temps où il aura des signes, il se passe 2 semaines, 14 jours. Il se passe 14 jours, c'est la moyenne. Ça peut faire légèrement plus, ça peut faire moins. Donc, tant qu'il n'a pas les signes, on ne peut pas savoir. Ça dépend de ce qu'on appelle la résistance de chacun. Ce que chacun a comme prémunition dans son corps. D'accord. Donc, il ne peut pas savoir. Mais si vous êtes dans son environnement immédiat, il peut transmettre. Même sans parler, il peut vous transmettre. Le fait de respirer et que vous respirez aussi, ça peut, vous pouvez être contaminé. Voilà pourquoi on a demandé qu'on reste à distance. Mais il y a aussi la contamination d'autres formes de surface. Les poignées, que ce soit de véhicules, que ce soit de portes, que ce soit même de... Si la durée de passage de celui qui est infecté et qui, dans une solution, s'il a la sueur, tout et tout, il touche, et il laisse là, vous mettez la main sur une table, vous êtes infecté. Wow. Vous êtes infecté parce qu'il est rare de trouver quelqu'un sans apporter sa main à la figure pendant 2 heures. C'est sûr. D'accord? En 2 heures, vous avez tout le... Observez-vous, quelqu'un fait toujours un geste qui amène la main vers les organes respiratoires, vers la narine, vers la bouche. Ce qui fait que la surface, toutes les surfaces sont aussi des éléments de transmission de cette maladie. Et c'est pourquoi on a recommandé de se laver les mains et de bien les frotter à l'eau et au savon. Les gels, c'est quand on n'a pas la possibilité de lavage de mains. Sinon, c'est le lavage de mains qui est très recommandé. Mais si vous vous trouvez quelque part où vous ne pouvez pas vous laver les mains à l'eau et au savon, vous pouvez utiliser les gels hydroalcooliques. Oui, mais est-ce que tout ce que vous venez d'expliquer, les contacts, tout ce qui est les poignées, vous savez, dans les lieux publics, les pharmacies, le transport commun et tout, mais ça pose véritablement un problème, docteur, ici. On est conscient que ça pose de véritables problèmes. Parce qu'il est difficile aujourd'hui de vivre en autarcie. Très bien. Et même si vous vivez en autarcie, vous allez vous déplacer. Forcément. Vous ne connaissez pas le parcours de tout ce que vous rencontrez dans vos déplacements. C'est compliqué. Et il est recommandé à ce moment-là que quand vous vous déplacez, surtout dans les transports communs, vous avez vu le gouvernement a mis des normes. Dans les transports en commun, on va en parler tout à l'heure. Dans les transports en commun, il faut observer certaines distances. Au pire des cas,
Si vous êtes dans l'obligation de vous déplacer et que vous n'avez pas un véhicule vous-même, vous louez. Vous louez, vous prenez vos précautions. Par contre, le plus difficile, c'est surtout les marchés. C'est surtout les supermarchés. Où, quand on ne peut ne pas aller au marché, il faut aller faire des empreintes, il faut aller se ravitailler. Absolument. Mais c'est recommandé si vous devez aller dans ces lieux. Vous lavez correctement les mains, vous passez vos gels, imbibés, au moins ça vous protège pour un temps, et vous avez votre masque. Parce que c'est un lieu public. Vous avez votre masque, ça protège, ça filtre au moins tout ce qui se trouve dans la nature, parce que le virus peut être en suspension dans la nature, comme je viens de l'expliquer. Ce n'est pas attaché à quelque chose, mais quand quelqu'un qui est infecté, même s'il ne sait pas, qui passe par là, et que tout ce que vous passez, vous prenez. Est-ce que vous comprenez? Oui. Ça peut être en suspension, oui. Dans l'air. Il est bien vrai que c'est un virus lourd, qui descend rapidement, mais quand lui, il est en train de respirer, il est devant vous, il est à côté de vous, vous respirez également, vous êtes infecté. Donc la précaution à prendre dans les milieux publics, il y a beaucoup de monde, c'est de se protéger avec les masques, avec les bavettes, et après se laver les mains. Faites en sorte que quand vous êtes dans ce milieu-là, tout ce que vous touchez, si autant que faire se peut, vous allez utiliser des gants. Mais c'est beaucoup dangereux quand vous ne connaissez pas l'utilisation des gants. Parce que si les gants que vous avez utilisés, vous pensez que vous êtes protégé, vous touchez à tout, et au moment de l'enlever, vous ne savez pas comment l'enlever, vous allez proprement vous souiller la main et vos vêtements. C'est au moment de vous déshabiller maintenant que vous allez prendre. Donc il faut savoir aussi comment porter les gants. Si vous ne savez pas comment porter les gants, lavez-vous les mains. Vous savez que vous avez touché à des objets, vous revenez, vous vous lavez les mains. Il est recommandé cette fois-ci pour ceux qui ont des véhicules d'avoir dans leur véhicule des bidons de 4 litres d'eau. Des bidons d'eau? D'eau. Plus au moins une bouteille de l'eau savonneuse, de l'eau liquide. Pas le liquide savon, mais le savon liquide, vous faites ça avec de l'eau. Ça vous permet de vite vous laver les mains. Quand vous revenez à votre véhicule, vous lavez les mains proprement et vous rincez. C'est une précaution. D'accord. Les gels, c'est quand on ne peut pas se laver les mains. Encore une fois, je l'ai dit. Oui. Parce qu'il y a une confusion, beaucoup ne maîtrisent pas, on se jette sur les gels et les gels pour se laver les mains, on en utilise à foison avec beaucoup de désinvolture et puis de façon pas très commode. Il va falloir qu'on explique véritablement aux citoyens l'importance et comment utiliser ces gels. Les gels, quand on les utilise, ça fixe le microbe, ça fixe le virus sur votre main. Il faut du temps pour que le virus soit tué. Alors, quand vous utilisez le gel tout de suite et que vous pensez que vous êtes indemne de tout, vous pouvez penser et faire des gestes non recommandés. Là, vous allez vous infecter. Ça peut se coller, parce que c'est fixé, ça peut se coller à une partie où, quand ça va prendre sa forme végétative, vous pouvez inhaler ça. Or, l'eau, ça nettoie. Ça fait partie. Quand c'est bien fait, ça nettoie, ça fait partie. En même temps, vous n'avez plus rien. C'est la différence. D'accord. Le gel, ça fixe. Il faut du temps. C'est quand c'est sec là que ça tue. Mais dès que c'est pas sec, vous pensez que vous êtes indemne de tout. Et vous pouvez faire un geste impromptu, inapproprié. Vous pouvez vous infecter malgré le gel. Et c'est beaucoup plus facile de parler à tout le monde de l'eau et du savon. Alors, aujourd'hui, beaucoup se sont jetés aussi sur les gants, vous l'avez dit tout à l'heure, sur les masques. Alors, pendant que d'autres expliquent qu'il faut forcément, les masques, ce n'est pas forcément pour se prévenir, c'est pour ceux qui sont déjà infectés et pour limiter la propagation de cette maladie. Est-ce que c'est vraiment la même chose? Tout à fait. Comme je viens de le dire, les masques, si vous devez utiliser, ce n'est pas à travers la ville. Il faut qu'on ait le risque réel. Et le risque, c'est là qu'on est en forte population, dans les marchés, dans les lieux de concentration.
Si vous utilisez un masque, le maximum c'est 3 heures. Vous voyez, je l'ai déposé ici, maintenant. Oui. Je ne peux plus l'utiliser. Dès que vous sortez, vous l'utilisez, vous lavez les mains, vous l'utilisez. Dès que vous l'enlevez, vous ne pouvez plus l'utiliser. Mais si vous le gardez, c'est pour 3 heures, parce que ça a pris beaucoup d'autres microbes, autres que, même si ce n'est pas le Covid-19. D'accord? Donc, avec un geste impromptu aussi, vous allez faire une concentration de microbes là, qui est proche de vos narines et de votre bouche. Il suffit de les déplacer un tout petit peu que vous l'avez. C'est ça. Maintenant, pour ceux qui sont déjà malades, ça permet à ceux qui sont déjà malades de ne pas envoyer ça dans la nature. C'est pourquoi on leur recommande d'utiliser, qui sont malades, qui se connaissent, ça permet de ne pas envoyer le virus dans la nature. Et chez eux, chaque fois, quand ils finissent d'utiliser, et on leur donne un lieu, ce n'est pas jeté comme ça dans la nature. C'est directement dans les poubelles ou quelque part on peut détruire. Parce qu'ils se connaissent. Et ceux qui sont malades, qui se connaissent, ils ne sont pas dans la nature non plus. On les garde quelque part. Donc on sait comment traiter ces masques-là. Mais dans tous les cas, on recommande à tout le monde actuellement, même si vous devez éternuer, même si vous devez tousser, de ne plus faire ça dans la nature. Parce que vous pouvez être malade sans le savoir. Comme tout homme. Comme tout homme. Et puis, voilà, donc, on recommande de faire ça au creux du coude. Au creux du coude. Éternuer au creux du coude. Simplement parce qu'il est rare que c'est le coude qu'on amène vers le visage. Est-ce que vous voyez? Quand on a... Il ne faut pas faire comme ça, parce que quand vous faites comme ça, vous le faites comme on a l'habitude de le faire. C'est avec des... Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des mouvements involontaires, vous allez amener, et ça peut vous contaminer, vous récontaminer. Donc, on recommande de ne pas cracher sur le sol. Si vous devez vraiment cracher, vous trouvez quelque part où il faut le faire, soit directement dans un lavabo, en mettant de l'eau dessus, ou dans un lieu où il y a des toilettes, en mettant de l'eau dessus, ou dans un réceptacle, souvent les sachets, et vous jetez quelque part dans une poubelle ou quelque part où ce n'est pas accessible. Mais au sol, ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé de faire aussi dans la nature. Très bien. Alors, docteur, ici, le Bénin a enregistré, en tout cas, déjà au moins deux cas déclarés officiellement. Et par conséquent, le gouvernement a pris des mesures. Des mesures, entre autres, la limitation à l'extrême nécessité des entrées et sorties dans nos frontières, terrestres sur l'ensemble du pays. Seules les traversées, a-t-on dit, indispensables seront autorisées en liaison avec les autorités des pays voisins. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce que le gouvernement vise en tant que médecin de santé publique par rapport à ça? Et quels sont les avantages et les inconvénients de cette décision, par exemple? J'avoue que c'est une décision que beaucoup n'ont pas compris, mais c'est une décision hautement sociale et humanitaire. Ça n'a pas été fermé entièrement pour la simple raison que je donne l'exemple où il y a un danger en ville. D'accord? Et tout le monde court. Vous êtes en ville, vous courez sur votre portail, c'est fermé de l'intérieur. Vous allez faire comment? Alors que c'est un danger mortel. Ne pensons pas que le Bénin appartient aux seuls Béninois qui sont dedans. Il y a des Béninois qui sont à l'extérieur et qui sont partis pour une raison ou pour une autre. Soit raison commerciale, soit raison de visite, soit raison touristique, soit raison de maladie, et qui n'ont pas pris les mesures, les précautions nécessaires pour rester longtemps. Et ils sont là-bas, on m'a dit, les frontières sont fermées. Que vont-ils devenir? C'est ça. Et cette décision prise, vous avez vu que ça a sorti d'un délai. C'est 2 semaines. Et ça permet aux techniciens que nous sommes également de contrôler au moins l'arrivée de ceux qui proviennent des pays à risque.
Je rappelle qu'au moment où la décision a été prise, c'est mardi dernier, oui, monsieur. On avait un seul cas. Un n'est pas seul, un n'est pas petit. On a un cas, on est en épidémie. Bien sûr. Mais on mesure la proportion. Et cette proportion, c'est de permettre à ceux qui sont là d'être protégés par rapport au risque qui est déjà là et de permettre à ceux qui doivent venir de rentrer, mais à sortir d'une autre décision qui est que vous venez d'accord, mais vous êtes automatiquement mis en confinement, en isolement. Et on fait le check-in après. Je reviens. Vous venez, vous êtes automatiquement recueilli à l'aéroport. Malheureusement que dans l'application de cette décision, le gouvernement a tout fait d'informer toutes les compagnies pour que les gens soient informés, soit à l'embarquement ou soit tout au moins à bord du vol. Au début, mercredi, ça a commencé. Je dis, beaucoup n'ont pas été informés avant de descendre. Ça a créé quelques grincements dedans. Oui, mais nous allons voyez la profondeur de la décision. Ok. Ce n'est pas fermé, mais vous venez. Oui. Dès que vous venez, on vous cueille. Parce que le cas qui était connu avant était un cas qui est passé entre nos mains à l'aéroport. On a eu confiance en ce monsieur qui est un intellectuel. On lui a tout expliqué, le risque qu'il court lui-même et qu'il fait courir aux autres s'il ne respecte pas l'auto-isolement. Il a pris des engagements, il n'a pas respecté. C'est pourquoi cette décision a été prise comme ça. Permettre aux Béninois qui veulent rentrer de rentrer, mais on les accueille directement à l'hôtel. Et c'est à l'hôtel qu'on fait le check. Enfin, on apprécie le risque de chacun. Oui. Et cet isolement, si vous remplissez bien les conditions, on peut vous permettre de rentrer chez vous ou là où vous avez prévu vous-même de rester avec surveillance. Et quand vous ne pouvez pas ces garanties, vous restez à l'hôtel, on vous surveille jusqu'à 2 semaines, 14 jours. Voilà la portée de cette décision, mais je dis qu'il est assorti d'un délai. Donc c'est ça. Il a été dit également que la délivrance des visas aux étrangers pour leur entrée sur le territoire béninois a été suspendue en attendant. Ça va dans le même sens. Ça va dans le même sens, oui. La décision, c'est pour permettre. J'ai commencé par dire, ne pensons pas nous seuls qui sommes dedans. Ouais. On dit qu'il y a danger. Celui qui est à l'intérieur pense que il ne ferme pas le point de ceux qui sont à l'extérieur. Lui, il ferme la porte. Parce qu'il ne veut pas que le danger. Et ses frères qui sont à l'extérieur. La maison ne lui appartient pas à lui seul. Il faut permettre aux autres de rentrer. Est-ce que vous savez combien de gens n'ont pas pu prendre les vols réguliers sur Cotonou et sont passés par le Nigeria et le Togo et qui sont rentrés et qui appellent pour dire je suis rentré, qu'est-ce que je fais? Ils bénéficient des mêmes situations. Imaginez que les frontières étaient fermées. Et vous savez le Bénin, nos frontières, je ne veux pas en dire beaucoup. Ils vont rentrer clandestinement. Ils sont des risques potentiels. Ils n'auront pas l'occasion, ils n'auront même pas le courage de nous appeler. Parce qu'ils savent qu'ils ont enfreint aux lois, puisque c'est fermé. Et c'est ceux-là qui vont flamber le pays. Parce qu'ils ne sont pas préparés pour rester à l'extérieur. Ils feront tout pour rentrer. Vous allez à Sémé, on vous descend à Sémé, je suis sûr que vous, journalistes, on vous met à Sémé, vous allez au Nigeria, vous avez 10 000 chemins pour y aller, sans passer par la frontière. Oui, de la même manière, vous revenez, oui. Vous n'êtes pas préparé, on vous met à Anécho, vous êtes tout de suite dans le mono, sans passer par les frontières. C'est cela qu'on veut éviter. Il faut éviter cela pour permettre de rentrer, mais vous allez vous faire connaître. C'est sûr que tout le monde ne l'appellera pas, mais ceux qui se fait connaître bénéficient des mêmes situations de prise en charge pour qu'on puisse les surveiller, qu'ils ne soient pas des risques au sein de la population. Parce que il faut tenir que la population retienne quelque chose. Une épidémie, c'est un incendie. C'est une guerre contre l'humain. Et il faut tout faire pour éteindre. Et souvent, quand on éteint
une flamme, en tout cas, un incendie, on s'attaque aux flammes. Les plus dangereux sont les étincelles. Et ceux-là qui rentrent clandestinement, c'est les étincelles. Et quand ça prend à plusieurs endroits, c'est difficile. C'est la portée de cette décision. De toute cette décision. Alors, ceux qui sont mis en quarantaine, docteur Haïssi Melchior, comment est-ce qu'ils sont gérés? Parce que, d'abord, comment est-ce qu'ils sont gérés, ceux qui sont véritablement mis en quarantaine? Est-ce que, c'est vrai qu'on a vu, il y a eu assez de communication autour où le gouvernement a prévu, en tout cas, a pris des dispositions anticipées, il faut le dire. Alors, ceux qui sont là, aujourd'hui, qui sont mis en quarantaine, comment est-ce que vous les prenez en charge? D'abord, ceux-là. Ceux qui sont mis en quarantaine, j'ai dit, on applique les décisions du gouvernement. Ils arrivent systématiquement, tous sont mis en quarantaine. Mais en fonction de la disponibilité de l'équipe d'évaluation, chacun passe devant l'équipe d'évaluation. C'est un professionnel. Les premiers ont eu la chance, c'est devant les ministres, et assister les ministres. On en a 5 qui sont médecins. Donc, devant, ils passent et on évalue le risque. Et le risque, c'est évalué comment? Est-ce que si vous désirez partir chez vous, oui, vous donnez l'adresse. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour que, quand vous êtes chez vous, vous pouvez être isolé du reste de votre famille parce qu'il va de votre intérêt, il va de l'intérêt de vos contacts directs et de la population. Bien sûr. Vous donnez. On appelle le service de santé qui est proche de chez vous pour vérifier. Si les garanties sont mesurées et supposées avec l'appréciation que vous pouvez observer, on vous donne les règles de violation de cet taux d'isolement. Les autres, les 2 cas précédents, c'est des gens qui sont passés. On a dit, ils n'ont pas respecté. Cette fois-ci, on vous donne les peines que vous encourez si vous ne respectez pas cela. Et en même temps, on prend les dispositions pour vous surveiller. Ceux qui sont à l'hôtel, ceux qui disent je ne peux pas ou ils n'ont pas de garantie, on les confine. Ils ont à prendre la température matin et soir. Et dès que ça évolue à plus de 38, ils ont l'obligation de signaler. Même s'ils ne signalent pas, il y a une équipe médicale qui est là, qui surveille au niveau des hôtels. Pour leur manger, c'est le service d'hygiène. Les hôtels ont conservé avec un encadrement leur personnel au minimum. Ils font tout, mais pour servir le repas, c'est le service du personnel, le service d'hygiène qui sait comment s'y prendre et les repas se servent désormais dans du matériel à usage unique. Si c'est des plats, c'est des plats à usage unique ou bien dans du takeaway pour certains. Et on vous dépose à l'entrée. Et on signale, vous venez chercher, ainsi de suite, vous faites sortir. La literie est traitée autrement. Les hôtels n'étaient pas très préparés au début. Maintenant, il y a certains hôtels qui ont déjà pris les draps et consorts qui sont à usage unique. Et nous encourageons ceux qui n'ont pas. Mais tout ça, c'est des ressources. C'est de pouvoir même s'en acquérir parce qu'il n'en existe presque plus. Donc on cherche des voies et moyens pour en avoir, pour que, comme je l'ai dit au début, le malade peut être malade sans le savoir. Ce n'est pas au moment où la personne aura fait 10 jours, même 13 jours, qu'on va découvrir qu'il est positif, qu'on aura pris déjà des risques auparavant. Donc on prend toutes les dispositions pour que ces gens-là soient traités dignement. Et dans cette dignité, ils ont le droit de téléphone, ils ont le droit de communiquer, ils ont le droit, à pas moment de balade, mais encadré, parce que ces hôtels sont surveillés par les forces de sécurité publique. D'accord. Mais est-ce que ceux-là qui sont je dirais, confinés, est-ce qu'il y a véritablement un suivi? Je veux parler de toutes ces décisions qui ont été prises par le gouvernement, les dernières et tout.
Est-ce qu'il y a un suivi rigoureux dans l'application de ces décisions? Parce qu'on a on a demandé d'éviter le grand rassemblement, même pour les manifestations, etc. Tandis qu'au niveau, de façon décentralisée, au niveau des maires, des communes, même des commissariats, on dit qu'ils n'ont pas encore reçu d'instructions fermes pour pouvoir disperser les rassemblements, le grand monde. Docteur, je voudrais vous rappeler, monsieur le journaliste, que tous les préfets, tous les 12 préfets, même si actuellement il y a 10, il y a 2 qui assument 2 départements, sont membres du CNLSTP. Ils sont parfaitement informés. Et les maires sont membres du CDLSTP, c'est-à-dire conseil départemental. Ils siègent avec le préfet, ils sont parfaitement informés. Il est certain que nous nous trouvons dans une période où, vous savez, les maires ont beaucoup d'autres préoccupations. Bien sûr. Mais ce n'est pas une raison parce qu'il faut que les populations vivent pour voter. Absolument. Donc, tout ce monde a été informé. Maintenant, vous demandez si dans l'application, si c'est rigoureusement appliqué. C'est le mot rigoureux là que je ne peux pas sur ce plateau affirmer. Mais c'est le souhait. C'est le souhait. Les rassemblements sont évités au maximum dans les hôtels où ils sont confinés. Même la piscine. C'est interdit pour ceux que nous y avons mis. Et les hôtels dans lesquels ils se trouvent, il n'y a plus d'autres personnes. Et comme je l'ai dit, le personnel est à minima, mais encadré. Pour les gestes, les faits et gestes. Parce que nous mesurons les risques. Maintenant, partout à la fois, c'est là où ça nous demande un peu plus de personnel pour savoir qui fait quoi et où, comment il le fait bien. La qualité de ce qu'on a donné comme inscription, on est revenu dessus pour apprécier, évaluer au fur et à mesure que cela se passe et corriger. Et c'est ce qui est en cours. Il se peut que certains auraient observé au début, c'est-à-dire le mercredi, quelques imperfections, mais c'est l'œuvre humaine. Nous en sommes conscients. Ça va se corriger. Parce que la semaine, il y a eu une information qui a circulé sur la toile où des gens sont revenus de la France et qui ont été gardés dans un hôtel, normalement pour un confinement, et après ils ont été relâchés sans contrôle, dans la nature. Personne ne sait vraiment quelle est la portée de qui a le virus, qui est malade parmi eux, n'ont pas vécu la quatorzaine, comme on le dit aujourd'hui. Je vous demande de réécouter la dame qui a fait la lettre. Très bien. Réécoutez la fin. Elle a dit tout le monde. Mais avant de dire tout le monde, elle a dit une partie. Elle est revenue sur tout le monde. Ça veut dire qu'elle était parfaitement informée. Nous sommes sur un plateau. Nous avons devoir de vérité vis-à-vis de nos concitoyens, vis-à-vis de tout le monde. C'était les premières applications de la décision. Très bien. Ceux qui étaient envoyés dans cet hôtel sont au nombre de 73. C'était la nuit, c'était sur un vol de nuit, de 3 heures. L'équipe de suivi et d'évaluation par rapport au fait que les gens ont dit « Nous n'avons pas été informés à bord de l'avion, nous voulons rentrer chez nous ». Dès que ces 73-là ont été dans l'hôtel, l'équipe a tenu et a fait notamment le travail d'évaluation. Ça, ce n'était pas très indiqué. Très bien. Vous êtes là, après on fait l'évaluation. C'est ça. Mais l'équipe a travaillé notamment pour évaluer les 73. Okay. Et dans cette évaluation, il y a 24 qui offraient des conditions de sortie. Et je dirais même, ce n'est même pas 24. C'est 17. Parce qu'il y a 7 qui étaient en transit et qui devraient repartir. D'accord. Les autres, les 17, doivent retourner en famille. Et les 41 restants sont là. Mais, quand je dis 41 restants, ceux qui sont sortis, il y a polémique, il y a 32 qui sont sortis. Quand les 7 premiers qui étaient en transit ont commencé par réclamer pour aller à l'aéroport et repartir, les autres à qui on a promis la nuit, puisque l'équipe s'est retirée, je vous rappelle, à 5 h du matin, après l'évaluation. Et l'équipe, n'étant plus là, les autres ont dit, nous avons notre vol, et ont commencé par faire du bruit pour partir.
Ceux à qui on a dit, vous pouvez partir aussi, n'ont pas attendu, ils réclamaient. Et dans ce lot, le gérant de l'aéroport, vous m'excusez, de l'hôtel, oui. Je ne suis pas là pour expliquer ce qui s'est passé, oui. mais a laissé partir 32 au lieu de 24. Et sur ces 32-là, il y a 8 qui ne devaient pas partir. Et dès que nous avons l'information, ils ont été rappelés et ramenés. D'accord. Ils sont là maintenant. Ils sont ramenés là maintenant. Mais là où ça a fait polémique, oui. La fille, je dirais la jeune fille, l'enfant, elle a 8 ans, où elle était seule. On a demandé à ce que l'un de ses parents soit là. Parce qu'il faut forcément apprécier le risque. La tante est venue, le risque a été apprécié, et ça a été âprement discuté, parce qu'elle venait de subir une opération chirurgicale. Ok. Une bonne convalescence ayant été hors de ses parents, hors de son milieu, une bonne convalescence pour elle, pour qu'elle reprenne vite, c'est le milieu familial. Parce que dans tout son psychisme, elle sait que je vais rejoindre mes parents. Elle arrive, on la met ailleurs. Il y a ça. Il y a que ces conditions, quand ça a été décrit, répondaient parfaitement à ce qu'elle peut être en isolement surveillé chez elle. Donc elle faisait partie du lot qui devait rentrer. Donc voilà exactement ce qui s'est passé. Ok. Donc elle devait rentrer. Mais il y a eu manque de communication entre l'équipe qui la suivait ici, parce que c'est une équipe qui la suivait ici, qui était là la nuit, mais qui n'a pas assisté à l'évaluation. Dès qu'elle a su ça, elle a balancé. Les services de santé, du ministère de la Santé, je crois, le lui ont expliqué. Pour dire, elle devait, la fillette devait rentrer compte d'un d'ici ou de ça. Mais ce n'est pas tout le monde qui est parti de l'hôtel. Il y avait une bonne partie disciplinée qui était là. D'accord. Je reconnais, comme je l'ai dit, c'était le premier jour d'application. Il y a eu certains, maintenant c'est corrigé et ça se passe, je crois, pour le mieux. Et on ne peut pas dire que ça va être nickel partout. Et à chaque fois, on va s'adapter pour que les gens soient à l'aise. Très bien, docteur Aïssi, merci pour ces explications. Nous allons vous demander ceci. Aujourd'hui, le Bénin compte véritablement combien de cas avérés? Le Bénin compte en tant que cas positif 2. 2, et ça nous fait mal parce que ces 2-là sont passés entre nos mains. Justement. Entre nos mains et ne pas respectés. Très bien. Parce que je peux, si c'était respecté, je peux vous dire, le Bénin compte 2. De manière ferme. Mais de manière ferme, je vous dis, le Bénin compte au moment où je vous parle 2 avérés. Mais les contacts qu'il y a. Voilà. Et les autres cas de clandestinité aussi, qui sont rentrés et qui ne sont pas signalés, je ne peux pas opiner dessus. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on a appris, qui sont rentrés. Et c'est à cela que nous appelons la population. Chacun, nous sommes en guerre. C'est le vrai mot. Nous sommes en guerre contre un ennemi qui tue. Et ça tue sans distinction. Ça tue, je répète, sans distinction de qui vous êtes, de quoi que vous fassiez dans la nature ou sur cette terre, ça tue. Et pour vous protéger, vous observez les règles éditées. Pour vous protéger, vous observez autour de vous qui est l'étranger ou qui est votre frère qui est revenu, qui ne se s'est pas fait signaler. Ce n'est pas une dénonciation, mais c'est une protection individuelle et en même temps pour tout le monde. Et c'est ça qu'il faut comprendre, ce n'est pas une dénonciation. Ce n'est pas une dénonciation du tout. Beaucoup pensent, il va dire que ton frère est malade, ton parent est malade, alors qu'il n'a pas... Il peut même ne pas être malade. Oui. Mais vous savez qu'il est revenu de l'étranger. Et n'a pas pris par le circuit édité par le gouvernement, comme je viens de vous rappeler. Oui. Vous êtes à mesure de le lui signifier pour qu'il retourne. Il aura déjà des contacts. Ou bien, s'il n'obtempère pas, ce n'est pas une destination que vous dites au chef quartier. Ils sont sensibilisés déjà au maire, à tous les postes, à n'importe quel poste de police, pour dire, ah, j'ai un frère, j'ai une connaissance, j'ai un cousin, ou j'ai appris. L'État a donné les moyens aujourd'hui pour que cela soit vérifié. Et si c'est vrai,
Ce n'est pas une punition tout de suite, mais nous amenons pour observer. Oui. Mais quel est le travail qui a été fait par rapport à la traçabilité du parcours de ces deux cas, d'abord le Burkinabé et puis l'Allemande, qui ont eu, que ce soit à Cotonou, à l'Ocosé un peu partout, à Porto-Nouveau, est-ce que tous ceux avec qui ils ont eu des contacts ont été recoupés? Il y a eu un confinement, il y a eu un isolement par rapport à cela? J'avoue que tous ceux qu'ils ont déclarés, oui, on a pu les retrouver. D'accord. Mais il y en a qui ils disent, j'étais avec tel, je ne connais pas, et dans le milieu, il y avait tel, je ne les connais pas, et puis c'est ça. C'est pourquoi je vous ai dit tantôt, je ne peux pas dire deux. Mais je dis deux officiellement identifiés et dont, au niveau du laboratoire, les prélèvements sont positifs. D'accord. D'accord. Nous continuons toujours. Pour le premier cas, nous avons fini. D'accord. Les contacts directs ont été tous mis en isolement. On a suivi, c'est bon. Maintenant, pour le second cas, nous sommes déçus. Parce que ces contacts sont beaucoup plus élargis. De Cotonou à Porto-Nouveau, Sakété, nous sommes en train, et même jusqu'à l'Okosa, parce que, oui, voilà, est parti d'un côté, nous sommes en train, dès que nous avons l'information, le ministère a l'information, ou la présidence, on fait tout pour retrouver ces gens. On leur explique et ils comprennent. D'accord. Il ne serait pas bon que sur ce plateau, je ne dise pas que ce n'est pas facile. Qu'on vous dise, vous passez 2 semaines dans une chambre, on vous donne à manger, ce n'est pas facile. Nous comprenons la charge psychologique que cela puisse porter. Nous comprenons ce confinement de liberté, mais je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour votre bien, c'est pour le bien de nous tous. Que cela soit sûr. Et quand ils ont des demandes particulières, nous sommes là pour les écouter. Ceux qui sont en confinement. Nous sommes là pour les accompagner. C'est une demande particulière. Mais c'est ce que ça exige pour aller au-delà de cette épidémie dont le Bénin vient de rentrer de plein-pied. Nous avons pris des dispositions au Bénin pour que cela n'arrive pas. Et c'est en cela que ça fait très très mal que ces 2 cas nous ont passé entre les mains puisqu'on les a vus. On les a conseillés. Mais nous sommes en épidémie aujourd'hui. Ça peut évoluer. Ce n'est pas notre souhait. Il y a des contacts. Il y a d'autres qui rentrent, qui ne disent rien. Et nous lançons un appel à ceux-là. Ils peuvent bien se porter. Aujourd'hui, demain. Mais le fondamental que chacun de nous doit comprendre, très bien, docteur, ce n'est pas tous ceux qui ont été en contact avec le virus qui sont malades. Sur 100 personnes, il y a environ 70 à 80 qui n'auront aucun signe, qui vont l'éliminer, mais qui sont des transmetteurs, parce qu'ils ont pris ils vont transmettre. Ça dépend de l'immunité, comme je dis, du système de défense de chacun. Mais sur les 120, tomberont malades. Et sur ces 20, on aura 5 cas graves par rapport aux statistiques épidémiologiques des pays qui ont connu. Il est certain aujourd'hui que quand nous prenons le cas de l'Italie, il y a plus de 5 où les cas graves se présentent. Donc, quand on fait le tout, il est normal, il est citoyen, il est républicain, que quand on vient de l'étranger maintenant, qu'on se fasse connaître. Ou bien quand on a appris qu'un camp contacte quelqu'un qui n'est même pas allé à l'étranger, comme le cas de chauffeur de l'autre. Oui. On a été en contact avec lui, on n'a pas été cité. Il est bon de venir se faire connaître. Ça ne coûte rien du tout. Ça ne coûte rien du tout. Nous allons donner les conseils nécessaires. Nous allons accompagner la personne. La personne peut ne pas tomber malade. C'est notre souhait. Nous ne sommes pas là. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, je suis médecin de santé publique. Oui. Ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. La santé publique, c'est la politique, je dis bien, des santé des populations. C'est beaucoup plus comment faire pour que les gens ne tombent pas malades. C'est beaucoup plus comment on va faire pour que les gens se sentent à l'aise. Beaucoup plus comment on va faire pour que les gens n'ont pas de soucis. Ça vous étonne.
Parce que nous sommes dans l'application réelle de la définition de la santé. Et l'OMS a défini la santé depuis 1946, que ce n'est pas seulement absence de maladie. Ce n'est pas seulement absence de maladie. Ce n'est pas seulement absence d'infirmité. C'est un état complet de bien-être, physique, mental, psychique. Et c'est ça qui fait que celui qui fait la spécialité de la santé publique a beaucoup d'options. Okay. Je suis médecin santé publique, monsieur santé, médecine, santé, gestionnaire des catastrophes, mais aussi santé, développement. Okay. Comment la santé peut accompagner le développement? À partir de ce moment-là, ce n'est pas avec les gens malades. Pas vraiment. Donc on doit être proactif. Faire en sorte que les gens qui ont pris des risques de maladie les accompagnent pour que la maladie n'arrive pas. Et c'est ça la population doit comprendre. Aujourd'hui, on a la chance que tout ce que nous faisons là, c'est gratuit pour la population. Ouais. Donc, quand vous avez l'information d'à côté qu'il y a quelqu'un qui est venu de l'étranger, dans ces périodes-ci, nous vous prions. Ce n'est pas une dénonciation, je reviens dessus. C'est pour la sécurité de la personne. Dites-le simplement pour que nous puissions nous rapprocher et lui donner et l'accompagner. Très bien. Alors, docteur, ici, là, une autre question se pose. Vous savez, d'autres confessions religieuses ont déjà pris des dispositions. Est-ce que l'ensemble des décisions qui ont été prises par le gouvernement, est-ce que c'est véritablement suffisant? Est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin dans la prise de ces décisions? Je commence par vous répondre, monsieur le journaliste, pour dire, oui. Ce n'est pas pour rien que le gouvernement a sorti des délais. Ça a donné une durée. On a bien dit c'est pour 2 semaines. Le gouvernement, c'est vous et nous. Bien sûr. Nous ne siégeons pas là-bas. Mais c'est des gens, les membres du gouvernement, c'est des gens qui sont au quotidien avec la population. Absolument. Ouais. Le chef de l'État lui-même, il observe. Il sait qu'il est là pour le bien de toute la population. Oui. À partir de ce moment-là, en fonction des éléments d'appréciation du moment, on prend des décisions. Mais dès que ça évolue, ce n'est pas des décisions coulées dans du béton. Ce n'est pas des décisions coulées dans du béton. En fonction, on observe. Et je l'ai dit, nous sommes en état de guerre. Et en état de guerre, on peut planifier une stratégie. Comme en santé publique, et sur le terrain, on voit autre chose, on doit s'adapter. Donc ces mesures, pour ma part, quand j'analyse en tant que spécialiste, c'est des mesures qui peuvent évoluer en fonction de ce que le gouvernement va apprécier par rapport aux techniciens, s'ils maîtrisent oui ou non la situation, ou bien si l'épidémie évolue toujours. On ne va pas faire, on n'est pas là en train d'utiliser le règlement de la santé internationale de la santé. D'accord. Mais on est là en train d'utiliser, pour ma part, ce n'est pas le règlement sanitaire international qu'on utilise pour dire 1, 2, 3. Non. Mais on est là, c'est du pragmatisme que notre gouvernement fait. Très bien. C'est du pragmatisme. Et je rappelle pour dire, la prise de cette décision-là, on avait un seul cas avéré. Je rappelle que c'était le mardi. Le deuxième cas, on l'a checké et ça a été le mercredi. Ils sont dans la population, ils observent. Mais l'appréciation par rapport au confinement, l'appréciation par rapport à la masse, c'est aussi pour ce que beaucoup de gens disent par rapport aux confessions religieuses, qui déjà, on a travaillé avec les confessions religieuses. Okay. Certains ont pris la responsabilité. Certains viennent de prendre également pour dire, on peut prier Dieu partout. En tout cas, pour l'instant, nous ne sommes pas à mesure d'encadrer les mesures que le gouvernement a dictées. Et ces mesures-là, rester au moins à 1 mètre l'un de l'autre dans les églises, ce n'était pas possible. Certains responsables ont pris la responsabilité. Ouais. Dieu vous répond partout. Au niveau des écoles. Oui. Où là, c'est la grande inquiétude des parents. Oui. Où, là encore, il faut comprendre la décision. Quand elle analyse la portée de cette décision, qui est que il faut étudier ce qui se passe ailleurs. Il faut aussi étudier les circonstances internes et ses capacités. Si elle flambait aujourd'hui,
au niveau de la France. Au niveau, je pèse mon mot, du Sénégal, c'est parce qu'on a coupé l'école et les parents n'étaient pas préparés et les enfants se sont mis dans les rues en France. Au Sénégal, ça a été mission aller à la plage. D'accord. Plusieurs cliniques. Oui. Ça a multiplié, ça a fait un boom pour l'épidémie. Le gouvernement est en train d'aller de manière progressive. Et quand on revient au niveau du Bénin, nous étions, je rappelle, le mardi, ça fait quelle date? Nous étions des 16 ou des 17. Oui. Je reviens dessus. Nous étions au milieu du mois. Et quand vous savez, quand les enfants sont à la maison, ça coûte beaucoup plus cher aux parents. Est-ce que vous savez ça? Oui, absolument, c'est clair. L'encadrement, ça demande encore d'autres précautions qu'il faut prendre. Nous étions au milieu du mois. Et que nous ne voyons pas Cotonou seul. Est-ce que vous savez, monsieur le journaliste, que de cette activité d'école, de scolarité ou de scolarisation que les enfants, beaucoup de familles vivent. Je suis un père de famille, je pèse mon mot. Beaucoup de gens qui vendent dans ces écoles entretiennent leur famille entièrement. Je ne diminue pas les hommes, mais je pèse mon mot. C'est cette revenu-là qui fait ce que toute la famille est entretenue. Et nous étions le mardi. Les bonnes dames ont fait leur provision pour la semaine tout au moins. Ça va être une rupture de capitaux, de beaucoup de capitaux. L'autre chose, quand on évolue et quand on évalue, à moins qu'on soit un très bon fonctionnaire nanti, pour qu'à cette époque-là, Oui. on prenne des mesures d'approvisionnement nécessaires pour les contenir à la maison. Vous comprenez de quoi je parle? Bien sûr. Et de l'autre côté, il y a beaucoup d'écoles qui sont sous le régime de cantine scolaire, où les parents ne sont pas préparés à nourrir leurs enfants à la maison pendant cette période. Parce que c'est tôt. On est encore très loin des congés. Prenant la décision comme ça, peut-être certains n'ont pas même fait de provision pour dire que les enfants vont rester à la maison. Donc c'est de créer beaucoup plus de problèmes sociaux. En prenant une décision nette, mais à partir du moment où on a dit, et je reviens dessus, c'est assorti d'un délai. Et avant le délai, il peut y avoir des décisions aussi. Tout le monde se prépare maintenant. Alors je vous parle, les fonctionnaires sont en train d'être virés. Que chacun sache à demi-mot ce qui peut se passer. Le gouvernement, je le dis, est social et est responsable. Et sera responsable. Très bien. Alors, dernière question, monsieur le docteur. Il y a cette campagne de sensibilisation qu'il faudra véritablement mener, ça a commencé d'ailleurs. Quelle est cette politique que vous avez mise en place pour sensibiliser même ceux qui ne sont pas à Cotonou dans nos grandes villes, qui sont dans les coins reculés et qui ne comprennent pas véritablement français? Est-ce qu'il y a une politique de sensibilisation dans nos langues par rapport à ces décisions, par rapport à ce qui se passe ailleurs, pour que le Béninois qui est au fin fond de nos villages soit informé? Merci, aussi des dispositions. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il y a une politique. Non seulement il y a une politique déjà mise en application. Est-ce que quand vous suivez bien l'actualité, ces derniers temps, vous allez voir, il y a déjà les langues nationales qui ont commencé. Et la politique consiste à faire quoi? Non seulement à passer les décisions du gouvernement, à sensibiliser sur les méthodes de prévention, tout ce qu'il faut pour ne pas, et non seulement tout ce qu'il faut pour ne pas faire en sorte que cela ne provienne pas de son comportement individuel, que ça n'arrive pas par soi. Traduit dans beaucoup de langues, dont les préfets sont désignés pour la mise en application, et quand va passer dans les mairies, c'est déjà passé dans les mairies et dans les quartiers de ville, pour qu'on aille au niveau de ceux qui gongonnent en dehors des contrats ou des contrats d'entente avec les radios communautaires de poche qui sont en train d'être faits, en dehors de ces contrats, qu'on aille vers
le gongonnement qu'on connaissait de manière traditionnelle. Et que ça passe plusieurs fois dans la journée. Voilà la politique de communication. Mais il y a cette politique de communication aussi qui est visuelle. Il y aura certains gestes qu'on va montrer à la télé, pour ceux qui ont de télé. Il y a des dessins animés qui est prévu pour que si ces enfants, si jamais ils restent à la maison, ont de quoi être bien sensibilisés. Parce que au-delà de Covid-19, quand on s'habitue à cela, on évite beaucoup d'autres épidémies. On évitera beaucoup d'autres épidémies, que ces gens soient sensibilisés. Il y a que dans cette politique de communication, il y a à des niveaux donnés, c'est stratifié, qu'on sache qui dit quoi et qui fera quoi. Donc il y a bien une politique structurée qui est en train d'être déployée. Très bien. Alors, Dr Haïssi Melchior, nous sommes à la fin de cette émission. Quel message? Vous en avez passé suffisamment, mais sous une autre forme. Quel message avez-vous à passer aux téléspectateurs, aux Béninois qui vous suivent? Parce que vous êtes un spécialiste de la question, vous êtes dedans et vous faites partie de ceux qui définissent les stratégies pour ne pas tomber malade, pour être en bonne santé. Parce que c'est de ça qu'on a besoin, le chef de l'État a besoin pour le développement du pays. Il vous écoute. Vous allez prendre la caméra qui est... Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je demande à tous nos compatriotes et à nos compatriotes de ne pas être pris par la panique. C'est bien vrai, c'est une maladie qui tue et qui tue rapidement. Et pour éviter cela, pour chacun et pour nous tous, d'observer les mesures édictées qui sont passées dans toutes les langues actuellement, de faire en sorte qu'on ne dise pas qu'on est en train de dénoncer quelqu'un, mais qu'on sache que c'est un devoir citoyen qu'on est en train d'accomplir si on a connaissance que quelqu'un est revenu de l'étranger. Et que tous ceux qui sont mis en auto-isolement, dont on a évalué, on a donné la garantie nécessaire pour dire vous pouvez le faire, qu'ils respectent. Il va de l'intérêt de nous tous. Et que ceux qui sont confinés dans les hôtels aujourd'hui comprennent la situation. C'est une situation mondiale, c'est une situation de guerre, il faut faire avec. Et à chaque fois, il faut être à l'écoute, être, je dirais, pas d'aussi les comprendre ce que le gouvernement décide. Et le gouvernement est là pour nous accompagner, nous tous. Nous ne sommes que des techniciens et nous pensons que ce qui se fait, c'est ce qui doit se faire. Il faut vraiment respecter les mesures préventives, respecter ce qui se dit par l'autorité pour que le Bénin transcende. Je dis bien que le Bénin gère au mieux, que le Bénin fasse en sorte qu'on n'ait pas beaucoup de cas au niveau du Bénin et que même les cas qui sont là soient bien traités. C'est votre docilité, c'est votre accompagnement qui fera en sorte que les techniciens qui sont sur le terrain seront plus à l'aise de le faire. Au niveau de nos formations sanitaires, au niveau de tout le personnel de santé, sensibiliser déjà pour plus de prudence, plus de vigilance, pour que quand il y a un cas de fièvre désormais, il faut faire recours, appeler, faire recours aux organes mis en place pour la prise en charge de Covid-19. Ça peut être faux, mais il vaut mieux que cette précaution soit prise. Dans tous les départements du Bénin, des centres de traitement sont définis et que c'est connu. Donc partout où nous sommes, sachons que nous pouvons vraiment vaincre cette épidémie. Je vous remercie. Merci à vous, Dr Melchior Haïssi. Donc, à travers ce message, nous gardons espoir qu'une solution définitive sera trouvée, en tout cas dans les quelques jours. C'est la prière de tous, puisque vous l'avez dit à maintes reprises, nous sommes en guerre contre cette maladie. L'humanité tout entière est en guerre contre cette maladie. Merci à vous, Dr Melchior Haïssi. Je rappelle que vous êtes médecin spécialiste de santé publique et de gestion des catastrophes. Vous êtes également le secrétaire exécutif du Conseil national de lutte contre le sida, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les MST et les épidémies à la présidence de la République. Le message est passé, faisons attention, prenons-nous en charge, respectons rigoureusement, en tout cas, ce qui est dit. Et là, nous allons, à notre niveau, éviter la maladie qui fait, cette maladie qui fait beaucoup de ravages.
L'entretien de ce dimanche, Stop-FM, merci de nous avoir suivis. Le meilleur reste à venir. Merci de votre aimable attention. Bon repos dominical à vous tous en compagnie des programmes de E-Télévision.